Commençons, si vous le voulez bien, par le premier chapitre. Déconfinement. Avec le déconfinement, nous avons eu une dilatation du temps et une restriction de l'espace. Par césarienne est né le télétravail. Par expérience sont arrivés de nouveaux comportements, c'est-à-dire cette envie de rester chez soi. Finalement, lorsque vous avez le domicile qui se réduit pratiquement à une cellule monacale, qui est reliée aux réseaux sociaux et aux technologies nouvelles, franchement, vous avez là le romantisme voluptueux d'une coquille vide. C'est un peu vers cela que plusieurs de nos contemporains se sont dirigés. Ils ont remisé leurs chaussures, c'est avec ça qu'on explore le monde. Et ils ont mis sur un piédestal leurs charentaises et leurs pantoufles, qui sont sur une sorte de podium du digital à domicile. Avec ça, on observe le monde sur un écran en 2D, on ne bouge plus de chez soi et on reste à l'abri des périls du monde, du moins le croit-on. Nouvelle façon de vivre, nouvelle façon d'appréhender un extérieur qui éventuellement fait peur. Voilà, vite résumé, une partie de la situation. Elsa Godard observe ce monde. Elle est psychanalyste, je vous l'ai dit, elle est également philosophe. Elle travaille avec des médecins, particulièrement sur leur éthique. Elle est chargée de cours à la Sorbonne. Elle vient d'écrire un livre, Les vies vides. Il est paru en février dernier, je vous le recommande. À l'âge de 5 ans, elle voulait devenir cardiologue. Ça, c'est à la faveur d'un reportage qu'elle venait de regarder sur TF1. À 11 ans, elle veut devenir psychanalyste. Elle l'est devenue. À 16 ans, elle voulait devenir philosophe. Elle l'est devenue également. Ce jour-là, elle est dans l'autobus, elle lit un livre, L'être et le néant, Sartre. Elle y retrouve, mieux dit, quelques-unes de ses convictions et quelques idées auxquelles déjà elle avait pensé. Puis-je vous demander d'accueillir avec moi Elsa Godard. Et la question, Elsa, que nous vous posons est la suivante. Qu'arrive-t-il aux gens ? Alors, avant de commencer, peut-être vous préciser que j'ai tenté de poser cette question sur ChatGPT et il n'a pas la réponse, je tiens à vous le dire. Donc, cette conférence n'a pas été préparée avec ChatGPT. Il m'a demandé d'être plus précise car la question était trop vague et trop généraliste. Comme quoi, ça laisse de l'espoir. Pour introduire alors évidemment c'est un gros sujet en effet, de cela on en convient. Pour introduire cette réflexion, peut-être que je vais commencer par une toute petite histoire. Ce sont deux amis qui se sont perdus de vue depuis 10 ans. Quand ils se retrouvent, le premier lance au second « Alors, comment tu vas comment va ta vie ?» Et le second de répondre « Écoute, en ce moment ça va pas fort. Je suis au chômage. J'ai eu un petit coup de mou dans mon boulot et mon patron m'a viré. » « Ah bon ?» répond son pote. « C'est pas très sympa tout ça. Il est pas cool ton patron, hein. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Eh ben, je suis acteur porno. » S'il y a bien des situations ou des métiers contre la vie générale où on ne peut pas avoir de coup de mou, eh bien évidemment, tu nous as parlé de Bocuse et de ses casseroles, on n'en est pas loin. Alors, je plaisante 5 secondes avec vous parce que ce dont j'ai à vous entretenir ce matin est un sujet très sérieux, compliqué, qui consiste à saisir un petit peu les tendances, les mouvements de notre société contemporaine et peut-être d'un point de vue sociologique. Alors avant de rentrer dans le détail, et vous verrez que le sujet est grave, avant de rentrer dans le détail, peut-être vous préciser 2 choses. La première, c'est que ça fait peut-être 15 ans maintenant que j'analyse ces problématiques. J'avais fait ma thèse d'habilitation sur cette question-là, j'en ai fait un livre grand public, Je selfie donc je suis, les métamorphoses du moi à l'heure du virtuel, et puis beaucoup d'autres encore par la suite. Et simplement pour vous expliquer que il faut être prudent quand il s'agit de penser le contemporain, parce qu'on aurait tendance soit à y mettre beaucoup d'affect, à ne pas être objectif parce qu'on est dedans, et donc à porter des jugements, là où simplement il faudrait interroger. Le président de cette fédération nous a dit avec beaucoup de justesse tout à l'heure, on va essayer d'interroger, d'apporter des éléments de réflexion. C'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Alors dans un premier temps, peut-être partir de ce constat
ce coup de mou. Ce coup de mou, c'est une perte de motivation, c'est une perte d'envie. On sent bien que y a un désintérêt généralisé qui fait qu'il y a une nouvelle manière peut-être d'aborder l'existence. Ce désintérêt généralisé, on le voit sous des formes très spécifiques. Ça peut être par exemple ce qu'on appelle la grande démission. Juste pour vous donner, c'est pas un mythe, hein, cette grande démission, entre fin 2021 et 2022, 27% des personnes en CDI ont démissionné volontairement. Ça fait 470 000 personnes. On n'avait jamais eu un tel chiffre. Donc il y a quelque chose de ce mouvement-là qui mérite qu'on se penche dessus, qu'on s'interroge. La grande démission, on parle aussi de traquance. Traquance, c'est quoi? C'est mélanger le travail et les vacances. C'est travailler sur son lieu de vacances. Il y a quelque chose qui consiste à appréhender le ludique de cette manière-là, ou du moins la contrainte devient pénible. C'est quelque chose dont on ne veut plus se charger. Et alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de l'aborder ce matin, mais il en va de même peut-être aussi avec la question de la responsabilité. C'est lourd. C'est un fardeau, la responsabilité. Tu nous parlais tout à l'heure, Thierry, de l'avènement du télétravail. Bien sûr que ça a été une grande révolution, le télétravail. Pourquoi? Parce que, alors, la crise sanitaire, certes, ça a été une grande révolution parce que la société a légitimé quelque chose qui est inédit. C'est-à-dire que, concrètement parlant, on s'est mis à travailler en restant en pyjama. C'est le sacre des pantoufles dont parlait Pascal Bruckner en sortant ce bouquin en septembre. Le sacre des pantoufles et de la robe de chambre. Est-ce que ça fait de nous, désormais, des zombies? Des êtres à moitié vivants, à moitié morts? Des pantins mal articulés? Des animés? Animus, être animé, doué d'une âme au sens littéral. Vers quoi est-ce que l'on tend, somme toute? Et surtout, des pantins désanimés, mal articulés, qui ne sont peut-être plus autant mus par l'envie. Alors, à cela s'ajoute un contexte ambiant extrêmement pesant. On est en pleine crise sociale et politique. La crise sanitaire, évidemment, ça a été un lourd fardeau, un lourd tribut, sous fond de guerre en Ukraine. Il est évident qu'on a beaucoup de mal à avancer en ce début 2023. Je ne vais pas évoquer avec vous, parce que là, le décor est assez sombre, je ne vais pas évoquer avec vous un récent sondage sur les jeunes générations, nos enfants de 20 ans qui appréhendent ce monde avec pessimisme. La jeunesse a un regard pessimiste sur ce monde. Alors, qu'arrive-t-il aux gens? Cette question est lourde. J'aimerais peut-être m'attarder sur un terme, la notion de crise. Qu'arrive-t-il aux gens? Pour commencer, peut-être dire, les gens sont en crise. Qu'est-ce à dire, être en crise? Le terme est très connoté d'un point de vue philosophique. Issu du grec krisis, la crise, c'est d'abord trier les grains. Et puis trier, ça a vite donné trancher, c'est décider. La crise implique la décision. D'un point de vue médical, le terme est encore plus riche. La crise, quand on parle de crise, d'un point de vue médical, cela renvoie à l'acmé de la maladie, le point d'orgue de la maladie, ou plutôt, si vous préférez, le point de bascule de la maladie. C'est ce moment où tout peut changer, où on peut aller vers le meilleur ou vers le pire. Ce point de tension, ce point de bascule. La crise. Qu'arrive-t-il aux gens? Nous sommes en crise. La question qui se pose et à laquelle je vais tenter de répondre, si nous sommes en crise, vers quoi allons-nous tendre? Quel va être ce point de bascule? Allons-nous basculer vers le meilleur ou vers le pire? Alors, de manière très logique, je vais dans un premier temps tenter de comprendre quelles sont les causes qui ont été à l'origine de ce diagnostic, de cette conclusion. Les causes. Ensuite, j'essaierai de pointer les problèmes que cela implique. Et ensuite, enfin, je tenterai de voir comment est-ce qu'on peut sortir de cela. Quelles sont les possibilités? Les causes. Dans les années 70, on parle d'un nouveau terme qu'on appelle la postmodernité. Alors, vous avez de grands auteurs, aussi bien outre-Atlantique,
américains, on va dire, ou français qui ont travaillé sur cette question-là. Christopher Lasch, La culture du narcissisme, Jean-François Lyotard en France, et on analyse les mouvements d'une nouvelle société, d'une société qui émerge, avec de nouvelles représentations du temps. On parle de présentéisme, avec un individu au centre du monde, on parle d'individualisme, avec une nouvelle manière de vivre, de consommer, le consumérisme, la consommation à tout crin, le rapport à l'objet. La société en clair est en pleine métamorphose. Et c'est un terme que j'aime conserver pour tenter de rendre compte de cette crise. La métamorphose d'une société. La métamorphose, 3 états. Prenez l'exemple d'une chenille jusqu'au papillon. La chenille, le moment de transition, peut-être le point de bascule, le point d'orgue, le moment d'une transition qui est le cocon, la chrysalide, et enfin le papillon. Peut-être que nous sommes en pleine métamorphose. La métamorphose suppose un changement de forme, mais pas un changement de fond. Cela signifie que le papillon a le même ADN que la chenille, bien qu'il ne soit pas du tout, du point de vue de la forme, identique. Et ça, c'est un point qu'on va retenir. Car si on analyse les métamorphoses de notre société contemporaine, cela suppose d'emblée qu'on n'est pas sur un changement de fond, mais simplement sur un changement de forme. Entendez, sur des modifications comportementales, ce que révertu à nous rassurer d'une certaine manière, mais n'allons pas trop vite en besogne. Alors, la postmodernité, aujourd'hui on est monté en puissance. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'usage de la virtualité. Je tiens à vous rappeler que les usages de la virtualité s'inscrivent dans un mouvement global. Cela implique aussi des changements médiatiques, un rapport spécifique au monde, un rapport à la consommation spécifique. C'est une révolution technologique globale. Ce n'est pas simplement le rapport aux écrans. Donc il faut vraiment inscrire cela dans ce contexte-là. De la postmodernité, aujourd'hui, on parle plutôt, avec ce développement technologique et sociétal, on parle plutôt d'hypermodernité. Qu'est-ce que c'est que l'hypermodernité? J'aime beaucoup cette notion. L'hypermodernité reprend à son compte le terme grec d'hubris, qui est l'excès, la démesure. Gardez bien ça en tête pour essayer de comprendre, pour décrypter ce qui se passe aujourd'hui. L'hubris, l'excès, la démesure. Ce qui est très beau dans l'hubris, un des grands fléaux de la cité athénienne, c'est que hubris, ça veut dire aussi l'orgueil, la vanité. Gardez ça en tête. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour expliquer quelles seraient les causes qui font qu'on en est là aujourd'hui, à cette perte d'envie, à cette démotivation? La démotivation, elle n'est pas qu'à l'égard d'une certaine manière de travailler, pas qu'à l'égard des contraintes. La démotivation, elle est aussi à l'égard de la vie elle-même, de manière générale. Donc, une des premières causes, ce qu'on pourrait appeler, de ce point de vue-là, le passage, et tu l'as un petit peu dit Thierry aussi tout à l'heure, le passage à une nouvelle représentation du temps et de l'espace. On n'est plus à l'heure du présentéisme, comme à l'époque de la postmodernité, mais plutôt à l'heure de ce qu'on pourrait appeler de l'instantanéisme, de l'hic et nunc, de l'ici et du maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire l'instantanéisme? Vous voyez, c'est cette impatience que vous avez quand vous n'arrivez pas à vous connecter, quand vous n'avez pas de réseau, quand vous n'arrivez pas à envoyer un mail, cette impatience caractérisée le regard que l'on peut porter sur la vie elle-même, qui est un regard d'instantanéisme, d'ici et de maintenant. Tout de suite. C'est la culture du zapping. C'est l'impatience en toute chose. C'est une intolérance à la frustration. C'est une culture de l'urgence. Je vous laisse imaginer à quel point ça peut générer de l'anxiété ou du stress. C'est du toujours plus vite. Représentation du temps, mais aussi représentation de l'espace. L'un ne va pas sans l'autre. Évidemment, représentation de l'espace. Cela veut dire, par exemple, qu'on peut aujourd'hui organiser une réunion avec 10 000 personnes sans bouger de son siège. On l'a fait pendant le confinement. Le rapport à la distance est modifié. On va toujours plus loin, toujours plus vite. Mais aussi une nécessité de mouvement permanent. Vous voyez, comme des électrons libres qui n'en finiraient plus de tourner en rond. On veut du changement, on veut du mouvement. Une nouvelle représentation du temps et de l'espace implique nécessairement une nouvelle représentation de la vie elle-même. Quand on est toujours en train de courir, de s'agiter, quel temps reste-t-il pour se poser, pour prendre la distance nécessaire, pour penser, pour se saisir de quelque chose? Premier constat. Deuxième constat, l'avènement du sacre de l'image. Alors évidemment, bien avant, la société du spectacle de Guy Debord qui parlait de la télévision. Aujourd'hui, l'image est partout, de toutes parts. La puissance écranique dont parle un de mes amis, Gilles Lipovetsky, la puissance écranique
je vous rappelle qu'on n'a accès à la virtualité que par le biais d'une image. Alors là, la modification est profonde. Pourquoi ? Parce que finalement, cette modification, ce rapport à l'image, a donné naissance à ce qu'on pourrait appeler un nouvel individu. Ce nouvel individu où, moi j'appelais ça une subjectivité augmentée, ou simplement une identité virtuelle avec nos avatars, la présence, nos présences sur le champ de la virtualité. Nos avatars, petite parenthèse, c'est pas utile ici d'anticiper les choses, mais néanmoins, on tend vers un métavers. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'aujourd'hui, cette identité virtuelle, elle va être d'autant plus présente. Elle va être d'autant plus forte. On ne peut pas fermer les yeux et dire « ça n'existe pas ». C'est un fait. Aujourd'hui, c'est un constat. La puissance écranique, l'image, la représentation de soi, ça va aussi, bien évidemment, cette question de la représentation de soi et cette puissance écranique, ça va aussi, évidemment, avec un besoin de visibilité. On a besoin d'être vu. On a besoin d'être regardé. Alors, ça pose des questions liées peut-être à la reconnaissance, à des questions plus larges. J'y reviendrai sur la question du sens. À la question plus large de dans quel sens vais-je orienter mon existence ? Que vaut une existence ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Alors évidemment, je vais être très réductrice, simplement vous dire cette quête de reconnaissance qui passe par une quête de visibilité, la peur de l'invisibilité, ne pas être vu, ne pas être liké, ne pas être apprécié, ne pas être d'une certaine manière aimé. On peut donner 3 explications à ça. La première, c'est ne pas être visible, ne pas être vu. Symboliquement, c'est être mort. Donc une angoisse de mort. La deuxième, c'est ce que Scarlett Tranger, qui est un philosophe israélien, qui est malheureusement décédé maintenant, évoquait en parlant de la peur de l'insignifiance, la peur de n'être rien. Moi, je parle aussi une 3e cause possible, cette peur d'être confronté à la vie elle-même, de la prendre d'assaut, d'avoir les pieds dans la glaise et de préférer fuir dans des vies virtuelles, dans des existences virtuelles. L'avènement de ce néo-sujet, de cette autre manière d'exister sur une autre scène, dont on maîtriserait à la fois le regard de l'autre et ce qu'on voudrait présenter de soi. Et effectivement, dans le métavers, je peux être qui je veux, ou pour l'instant dans les réseaux sociaux en tout cas. C'est un enjeu fondamental, mais c'est très facile. Quelqu'un m'ennuie, je le bloque. J'ai envie de perdre 30 kilos et d'avoir toujours 20 ans, j'utilise des filtres. Tout est possible, tout est facile, sans effort. Pourquoi est-ce que j'irais me confronter à une réalité abrupte, compliquée, difficile et alors ô combien fondamentalement tragique ? Il est évident que je préfère fuir ailleurs. Donc, là, je vais être bref parce que j'ai qu'1 heure pour vous parler, donc je vais aller à l'essentiel. Mais ça peut aller, évidemment, on peut décliner beaucoup plus que ça. Donc, avènement d'une société de l'image qui est couplée, 3e cause, représentation du temps et de l'espace, société de l'image, 3e cause, une société de la jouissance. Est-ce que vous savez ce que c'est que jouir ? On est vraiment dans le sexuel aujourd'hui, entre les casseroles et tout ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que jouir ? C'est quoi la différence entre le plaisir et la jouissance ? La jouissance, c'est quand ça fait pchit tout de suite. Le problème de la jouissance, alors là je vais juste m'amuser à faire un écho à Freud et à Lacan, mais ça sera très rapide. Lacan disait, c'est Freud d'abord. Freud disait que s'il n'y avait que la jouissance, ce serait le nirvana. Est-ce que vous pouvez imaginer une existence faite que de jouissance ? Ce serait le nirvana, mais ce que nous dit Freud aussi, c'est que ce serait la mort. Et Lacan de reprendre, il a cette très belle phrase, le désir est ce qui vient borner la jouissance. La jouissance, c'est ce qui fait pchit dans l'instant. Ce que l'on veut, c'est pas jouir sans entrave, mai 68. On est monté en puissance. C'est jouir tout le temps, constamment. Évidemment, faites les liens. En termes professionnels, pour nos collaborateurs, ce que l'on veut, c'est le ludique, c'est le plaisir. À l'extrême, c'est jouir. C'est la jouissance, le sacre de l'homo ludens d'Huizinga, l'homme du jeu, c'est jouir en permanence. Effectivement, le problème néanmoins qui se pose, c'est que la jouissance, c'est, comme le disait Platon, remplir, enfin Socrate en l'occurrence dans La République, c'est remplir un tonneau percé. On ne peut jamais arriver à satisfaction. Il y a donc,
Pensez à l'hubris, la démesure, une montée en puissance, une quête insatiable de cette jouissance qui ne peut créer à terme que de la frustration. Donc on en veut toujours plus. Le désir est ce qui vient borner la jouissance. Et vous verrez vers où je tends. Si on est dans une société de la jouissance caractérisée, alors petit rappel bref, dans les années 70, un des grands credos, c'était la quête du bonheur, qui passait notamment, chers amis, par le développement personnel. Ça vous parle ? Donc, effectivement, la culture de soi. Je dois faire en sorte d'être heureux, c'est un objectif à atteindre. Schopenhauer devait se retourner dans sa tombe. Mais bon, toujours est-il que cette idée-là, aujourd'hui, elle est démultipliée. Elle est démultipliée et elle est rendue possible, accessible par les technologies. C'est devenu quelque chose qui est un credo fondamental. Cela implique, alors il y a des conséquences à ça, cela implique ce qu'on peut appeler des comportements ordaliques. Les comportements ordaliques, vous en avez des exemples quand ce sont des sports de l'extrême. C'est-à-dire que je vais me confronter à des situations où je vais jouer avec ma vie, flirter avec la mort, pour me sentir toujours plus vivant de l'intérieur. Cette jouissance donne l'illusion qu'on est encore vivant de l'intérieur. Mais elle est insatiable. Alors, c'est là où j'en viens. Je termine mon premier point. Donc 3 causes. Une nouvelle représentation du temps et de l'espace qui nous invite à repenser un rapport à la vie. L'avènement du règne, la consécration de l'image nous sommes devenus des êtres de l'image et d'image, faits d'image, qui donne lieu à une nouvelle identité numérique, à un néo-sujet. Et troisième chose, cette société de la jouissance peut être au détriment du désir. Bah oui, le désir. Il faut du temps pour le désir. Une petite parenthèse, le désir, c'est ce qui vous met à distance de la satisfaction. Entre vous et l'objet de votre désir, entre vous et la satisfaction, il y a un temps qui n'est pas celui de l'ici et maintenant. Un temps qui s'appelle comment ? Vous le savez, le manque. Ce temps du manque, qui aujourd'hui est intolérable. Le temps du manque. Effectivement, une représentation du temps et de l'espace dans l'ici et maintenant, dans l'instantanéisme, ça ne permet pas au désir de se déployer. C'est le temps de la jouissance, de l'ici et du maintenant. Alors, est-ce qu'on parle encore de métamorphose ? C'est-à-dire de simple changement de forme, sans changer le fond ? Ou alors, est-ce qu'on ne va pas aller jusqu'à la mutation et peut-être même jusqu'à l'hybridation ? L'hybridation, c'est le moment où il y a une transformation radicale. C'est la question que je pose. Évidemment, je n'y répondrai pas. Transformation radicale. Alors, les conséquences de tout cela. En clair, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme enjeu ? Quels sont les enjeux de tout ça ? Relativement au temps et à l'espace, eh bien, cela implique concrètement une absence de projet, de projection, de tendre vers l'avenir, une absence de vision, un besoin de changement permanent, de mouvement, d'agitation. Donc évidemment, ce n'est pas maintenant qu'on va faire des plans sur une carrière. Une société des affects, ça c'est très important. Une société des affects peut être au détriment d'une certaine vision plus rationnelle. Comment dire les choses ? C'est pas que la raison ait disparu, évidemment, heureusement, mais c'est que les affects prennent toute leur place et peut-être y compris sont source de décision. Vous savez combien il est difficile de décider, combien il est dangereux même de décider sous le joug des affects. Et pour autant, on est dans une société des affects. L'émotion prime, domine. Les émojis, les émoticônes en sont juste l'expression la plus simple et la plus emblématique. Ce qui fait aussi que dans ce rapport au temps et à l'espace, de l'immédiateté, on a beaucoup moins de temps pour développer une pensée. Tout va très vite. L'esprit critique nécessite, dont on parlait tout à l'heure avec Thierry aussi, l'esprit critique nécessite un certain temps pour se déployer. Il est très difficile, me semble-t-il, de résumer la critique de la raison pure en émoji. Non, je sais. Bon. Merci pour ceux qui suivent mes blagues. Bon. Ensuite, c'est le matin. Ensuite, donc une société de l'image, les conséquences, c'est que des illustrations que je vous donne.
Une besoin de visibilité, besoin de reconnaissance, ce qui fait qu'on va plus faire les choses parce qu'elles ont du sens, parce qu'elles ont une raison d'être, parce qu'elles ont un intérêt, mais parce qu'elles rapportent en termes de visibilité, de reconnaissance, de popularité, de satisfaction égotique. On n'est pas dans une société narcissique, dans une société égotique. On est au centre de toute chose. On est devenu l'objet marketing. On se vend, on se promeut. On veut en avoir pour notre popularité. Évidemment, cela pose problème aussi, et c'est un enjeu que vous connaissez bien, de ce qu'on pourrait appeler une forme de déréliction du lien humain. On parle de sociabilité virtuelle. J'avais écrit un grand article autour de ça à l'issue des confinements, notamment du grand confinement, où j'avais rappelé que, imaginez ce qu'aurait été cette période terrible du confinement sans Internet. On a pu, alors il y en a qui ont très bien vécu la situation, il y en a d'autres pour qui c'était beaucoup plus compliqué. Et heureusement qu'il y avait encore ce lien humain qui est passé par Internet. Heureusement, ce lien existait, y compris le travail d'ailleurs. Mais il est évident aussi que cela modifie notre sociabilité. Cela modifie le rapport à l'autre. Et une des choses dont on souffre le plus, vous savez, quand on parle d'un management humaniste, quand on parle de l'importance de prendre soin de ses collaborateurs, alors on ne parle pas de bienveillance. Non. Par contre, je vous invite plutôt à parler de sollicitude en termes de management. La sollicitude, c'est le prendre soin de l'autre. C'est un enjeu et c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a une inquiétude suite à cette difficulté de retrouver des liens de fond, à raccrocher les liens avec l'autre dans la chair de l'autre. Et on voit, heureusement, qu'en réaction à ça, il y a un besoin de se retrouver, comme on le fait aujourd'hui ce matin. On aurait pu tous être derrière nos écrans, et on a un besoin d'être ensemble. On a un besoin de la chair de l'autre. Il y a un appel à la chair de l'autre. Effectivement, il y a une réaction vis-à-vis de ça. Pourquoi ? Parce qu'on éprouve le lien à l'autre sous la forme d'une déréliction, d'un appauvrissement de ce lien. Une société du buzz et de l'intensité. On en veut toujours plus. On a le besoin d'éprouver les choses toujours de manière exponentielle. Et enfin, peut-être, ce ne sont que des illustrations, je ne suis évidemment pas exhaustive, la question de redéfinir les valeurs. Alors, je ne parle pas des valeurs de l'entreprise, c'est un vrai enjeu, c'est un autre problème, mais les valeurs générales d'une société ou de la vie elle-même. Pourquoi est-ce qu'elles sont menacées, ces valeurs ? Ces valeurs, elles sont menacées parce que, en contre-pied de tout ça, on est dans un contexte de fake et de deep fake. C'est-à-dire que, au fond du problème, qu'est-ce qu'il en est ? C'est le rapport à la vérité. Je ne parle pas de la vérité qui s'opposerait au mensonge, je ne parle pas d'un point de vue moral, je ne parle pas de la vérité mathématique, objective, celle des sciences. Je parle d'une vérité peut-être plus profonde, de ce qui serait la vérité philosophique. Merleau-Ponty, d'ailleurs, il a cette expression qui est très belle, la chair de l'existence. Comment dire ? Les grands concepts, les grandes notions. Qu'est-ce que le bien ? Qu'est-ce que le vrai ? Qu'est-ce que le juste ? Qu'est-ce que le beau ? Cette vérité-là, cette vérité philosophique, elle est mise à mal. Vous savez pourquoi ? Elle est mise à mal, cette vérité, parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui, pour moi, est une vraie problématique d'indifférence, ou plutôt devrais-je dire d'équivalence. Équivalence, cela signifie que tout se vaut. Et si tout se vaut, tout m'est égal. Et donc plus rien n'a de valeur. Le vrai, le faux, l'injuste, le juste, du moment que ça fait le buzz. J'exagère bien sûr, mais c'est pour vous montrer, pour essayer de vous faire ressentir et éprouver les mouvements de ce contemporain. Gramsci avait cette phrase très belle, « Je hais les indifférents ». Et pour autant, on est dans ce rapport d'indifférence face à la vie elle-même. C'est bien, c'est mal, peu importe, j'ai envie de dire, pourvu que ça rapporte. J'exagère. Société de la jouissance, donc troisième expression emblématique. Donc toujours cette problématique de la jouissance qui aujourd'hui a pris des traits, alors parfois jusqu'à la bêtise, de la quête du bonheur. La quête du bonheur. Cette quête du bonheur dont on nous rabâche les oreilles depuis les années 70, c'est pas nouveau, c'est juste que c'est monté en puissance aujourd'hui. Happiness officer, c'est ça ? Bon, déjà, il faut que vous sachiez que la question du bonheur, c'est une question qui est strictement personnelle. D'ailleurs, je crois bien savoir, mais moi, j'ai jamais été mariée, mais quand on se marie, il n'est jamais promis de rendre l'autre heureux. C'est bien ça, vous êtes d'accord ? Comment est-ce qu'on pourrait rendre l'autre heureux ? Ça n'a pas de sens. C'est un problème qui nous incombe à nous, de manière personnelle, individuelle.
Bon, ça c'est une chose. Donc vous voyez, c'est à la fois un problème métaphysique et en même temps très singulier. Je vois pas comment est-ce que l'entreprise pourrait faire le bonheur de quelqu'un. Déjà que le conjoint ne peut pas. Bref, toujours est-il que cette illusion du bonheur qui passe par la jouissance, tout ça, ce sont des choses complètement confuses et mélangées. Je pense plutôt, et ça on va le voir maintenant sur les possibles résolutions de tout ça, je pense plutôt qu'on devrait se tourner vers une autre notion qui me semble beaucoup plus juste, beaucoup plus humble et beaucoup plus vraie. Ce n'est pas le bonheur que l'on doit chercher à tout prix, à travers des pseudo-quêtes de jouissance, de plaisir ou je ne sais quoi. C'est plutôt se pencher et de manière collective sur la question du bien. Ce n'est pas la question du sens après laquelle on doit courir. Mais c'est plutôt, me semble-t-il, la question du désir qui doit primer. Et là, maintenant, j'en viens à mon troisième mouvement, à savoir comment répondre à tout ça. Quelles seraient les solutions? Quelles seraient les issues possibles pour pouvoir faire face à ces problématiques, à ce diagnostic? Je voudrais vous en proposer deux. Si vous enlevez la question du désir à un sujet, au profit de la jouissance, vous enlevez ce qu'il y a peut-être de plus humain en l'homme. La question du désir, le terme de désir en grec, c'est éros. Éros, c'est aussi ce que Freud traduit par la pulsion de vie. D'autres avant lui, Schopenhauer, le vouloir vivre. D'autres encore, Bergson, l'élan vital. Il y a peut-être quelque chose derrière cette apathie caractérisée, ce sentiment, cette crise des pantoufles, ce sentiment de ne plus avoir envie. Peut-être que l'enjeu aujourd'hui d'une société, d'une entreprise, quand l'entreprise est un acteur majeur de la société, c'est de donner envie, d'avoir à nouveau envie. En clair, de ressusciter du désir. Parce que le désir, c'est le moteur. C'est le moteur de toute chose. C'est ce qui nous permet de nous lever le matin. On ne se lève pas pour le sens. On se lève le matin parce qu'on a du désir. Le désir, la pulsion de vie, c'est la vie qui nous traverse. C'est la vie elle-même. Nous sommes traversés par la vie. Alors peut-être que un des enjeux majeurs aujourd'hui de l'entreprise, c'est de réveiller ce qu'on pourrait appeler, ce que j'aime appeler, évidemment, vous verrez que j'ai joie de mettre un clin d'œil, la libido entrepreneuriale. La libido entrepreneuriale, donner envie, réveiller le désir, couper court à la jouissance, accepter les frustrations pour quelque chose qui rend vivant. La libido entrepreneuriale, comment réveiller la libido entrepreneuriale? Alors, évidemment, cela suppose certains efforts. Mais j'ai une idée. Ce monde fait de virtualité, de cette représentation du temps et de l'espace, d'une société de la jouissance, a des conséquences, comme par exemple l'uniformisation, où chacun ressemble à tous. Et on le voit avec nos jeunes générations. Pour autant, pour réveiller la libido entrepreneuriale, je pense qu'on devrait faire l'effort de la singularité, de l'unicité, de ce qu'il y a de plus unique chez un sujet. Et cela peut passer par quoi? Eh bien, par la création d'une œuvre commune. Je vous invite à transformer vos collaborateurs en œuvriers. Mettre au centre de l'entreprise l'œuvre. Non plus fabriquer, mais créer. Non plus produire, mais inventer. Mettre au centre de l'entreprise l'œuvre. Pourquoi l'œuvre? Parce que l'œuvre ne peut se faire que quand elle est portée par un désir, un fervent désir. L'acte créateur est l'expression de ce fervent désir. Elle est donc en cela l'expression d'une liberté. On ne peut pas créer sans être libre. Ensuite, l'œuvre n'existe que parce qu'elle est regardée. Une œuvre
est faite pour être regardée. Une œuvre n'existe que quand elle est vue, qu'elle a des spectateurs. En cela, elle est don à l'autre, elle est don au monde. On s'oublie dans l'œuvre. Oublions l'égotisme, être au centre du monde, cette toute puissance subjective. On crée au-delà de nous. Elle est tout entière tournée vers l'autre. Expression de la liberté, portée par un désir. De fait, l'œuvre est fédératrice. Elle rassemble, elle unifie, elle crée un corps. Mettre au centre de l'entreprise l'œuvre, faire des œuvriers. Vous savez, ces technologies dont on parle, qui est effectivement, comme je l'ai dit, une révolution globale, sociétale, mais elles permettent quoi? Elles nous permettent très facilement, sans avoir fait un bac plus 15, à tout un chacun, et quand on est un jeune enfant, de créer. Elles nous permettent d'inventer en permanence. Peut-être qu'elles exacerbent une faculté qui était jusqu'alors réservée qu'à certains. Peut-être qu'elles exacerbent ce qu'on pourrait appeler la faculté créatrice de tout un chacun. Et nous transformons cela en des œuvriers. La puissance de l'œuvre au centre de l'entreprise. Mais cela ne suffit pas. Faut-il encore créer une culture de la vie bonne, c'est-à-dire avoir le courage d'harmoniser, de rendre cohérents ces liens, nos liens, de ces façonneurs, de ces créateurs, de ces œuvriers, parce qu'on pourrait appeler une éthique de la vie bonne. Alors, qu'est-ce à dire? Une éthique de la vie bonne. Éthique, ça vient de ethos, comportement. Et on a vu que ce monde en pleine métamorphose induisait de nouveaux comportements. Cela implique nécessairement de penser une nouvelle éthique, une éthique du vivre ensemble, au cœur de laquelle on placerait au centre l'enjeu du bien commun. Le bien dont je parlais tout à l'heure, au-delà du sens, c'est pas le bien moral, c'est le bien comme le définit Aristote. Si ça vous intéresse, c'est dans l'éthique à Nicomaque. Le bien défini par Aristote, c'est de permettre à chaque chose d'être à sa place et de réaliser le mieux possible ce pourquoi elle est faite. Ça veut dire concrètement que dans votre entreprise, quel est son bien? Pourquoi œuvre-t-elle? C'est bien au-delà de la raison sociale de l'entreprise. C'est son identité dont il est question, son œuvre. Pourquoi œuvre-t-elle? Et ça permet de réfléchir à son bien commun. Un bien commun qui n'a de sens que, je cite toujours Aristote, dans le bien vivre ensemble. Mais vous voyez, bien commun, bien vivre ensemble, cela suppose une réflexion autour du bien. C'est quoi le bien de votre entreprise? Comment y parvenir? Comment prendre soin de tout un chacun pour réaliser ce bien commun? C'est ça, une éthique de la vie bonne. Et je crois qu'on aurait tout intérêt à s'y pencher. De là, évidemment, en toute logique découlera le sens. Pour ne pas être trop abstraite et vous donner peut-être des clés concrètes, je ne suis pas forcément dans la recherche de donner des recettes de cuisine, ce n'est pas du tout mon but et je ne l'ai jamais fait. Mais simplement éclairer mes propos par des exemples. Je vous propose 3 axes pour réveiller la libido entrepreneuriale. Le premier, ce serait redéfinir collectivement la stratégie de l'entreprise, vous l'aurez compris, autour de l'œuvre, d'une œuvre commune. La deuxième, impliquer les collaborateurs dans le fonctionnement de cette œuvre. La troisième, et c'est un mot qui a été prononcé aussi tout à l'heure, accepter de rendre, et c'est pas évident, accepter de rendre leur liberté aux œuvriers. De toute façon, on ne pourra pas faire autrement. On ne peut œuvrer, je l'ai dit tout à l'heure, qu'en étant libre. On doit en cela devenir non pas des dirigeants, mais des maîtres d'œuvre. Cela implique de rendre les collaborateurs responsables. Prendre le risque. Vous savez, un peu comme on fait avec nos enfants. À un moment donné, il faut accepter qu'ils se plantent sous nos yeux. Pas facile. C'est la seule condition pour qu'ils puissent s'envoler. Ça veut dire aussi nécessairement les rendre responsables de leur rapport à l'œuvre, de gérer leur temps, leur espace, et cela nécessite évidemment de leur faire confiance. En clair, faire le pari de l'autre.
J'avais, petite parenthèse, mais je crois beaucoup qu'on va aller dans un monde, parce qu'on n'aura plus le choix, où on va passer d'une approche hyper individualiste comme aujourd'hui à ce qui pourrait être le monde de l'autre, ce que j'appelle l'altermonde. Pourquoi ? Parce que je pense très concrètement, et je le rappelle, c'est un fait, que le lien premier à ce monde est le lien à l'autre. Ça, on nous l'a rappelé pendant le confinement, on l'a vécu, hein, ça. On ne pouvait pas vivre sans l'autre. Mais le lien premier, quand on arrive au monde, c'est un lien de dépendance à l'autre. Le lien premier est le lien à l'autre, c'est pas le lien à soi, qui se construit avec le temps. Faire confiance à l'autre, faire le pari de l'autre. Lévinas, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, disait « l'avenir, c'est l'autre ». Comment engager l'avenir sans l'autre ? On ne pourra plus faire autrement que de faire le pari de l'autre, c'est-à-dire vraiment leur faire confiance. Et vous savez pourquoi on peut se permettre de faire confiance ? Parce que quand on a une œuvre à finir, qu'on est tenu par ce désir-là, il n'y a rien qui peut nous empêcher de l'achever. Parce que cette œuvre est portée par une libido, un désir de vie solide et fort, que rien ne peut arrêter quand on est traversé par la vie. Il n'y a rien qui l'arrête. Alors, je termine sur ces exemples concrets. Adapter le travail aux représentations du temps et de l'espace, plus de flexibilité, d'autonomie, tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Mais aussi peut-être une suggestion à vous faire. Pourquoi ne pas, au lieu de faire des formations, alors c'est génial les formations, mais peut-être former autrement, au sens où l'entendait Plotin, formarum, c'est-à-dire donner une forme à l'esprit, donner une forme à l'esprit comme si on le sculptait. Cela passe par quoi ? Eh bien, pourquoi ne pas nourrir intellectuellement, y compris, j'ai un de mes amis dans la salle, je ne sais pas s'il est là, Gilles, hein, qui m'a envoyé un message en me disant « Oh Elsa, je vais te voir demain. » On a des problèmes avec les métiers du fer. J'adorais cette expression, je les trouverais très sartrienne. Les métiers du fer. Autant dire des métiers qui aujourd'hui, dans notre société contemporaine, sont souvent dévalorisés ou qui n'ont pas bonne réputation, mais qui sont absolument intrinsèquement nécessaires. Sans lesquels, aucun fonctionnement, aucune vie ne tient plus. Ces métiers parfois manuels, techniques, que sais-je, les métiers du fer. Justement, pourquoi ne pas revaloriser ces métiers en accordant des formations intellectuelles ? Amusons-nous là, on est libre de tout, on invente le monde qui nous attend. Pourquoi ne pas tous devenir philosophes ? Alors, je plaisante qu'à moitié. Parce que former un esprit, donner de la matière intellectuelle libre, sans enjeu, sans objectif, juste apprendre pour le plaisir, pour tenter de comprendre, c'est aussi former des personnes pour lutter contre le fake, contre ChatGPT, contre ce développement-là. C'est un mouvement de résistance en soi, auquel tout un chacun devrait avoir accès. Pour terminer, pourquoi ne pas créer dans tout les entreprises, des laboratoires de recherche et développement en sciences humaines. Voilà, c'est une possibilité. C'est une autre manière de faire. Pourquoi pas ? Ce sont juste des suggestions. Car vous l'aurez compris, si vous êtes capable de susciter à nouveau le désir, de réveiller cette libido entrepreneuriale, ça sera aussi l'occasion d'être sûr et assuré que votre entreprise ne connaîtra pas de coup de mou. Je vous remercie. Et nous allons passer, si vous le voulez bien, à la séance de questions et de réponses. Y a-t-il parmi vous des questions ? Je vous laisse le temps de réfléchir, je vous laisse le temps de composer, je vous en prie, merci beaucoup. Je vous donne les micros. Et ils sont allumés, effectivement. Elsa, 300 chefs d'entreprise en face de vous, confrontés à des problématiques extrêmement simples et claires qui sont les prix de revient augmentent, impossibilité de pouvoir répercuter éventuellement tout cela. Je vais prendre un cas très concret que vous avez tous vécu. Le fabricant envoie une lettre comminatoire disant « Écoutez, à partir du 1er avril, on augmente de 15% l'ensemble de nos machines. » C'est tout. Il n'y a aucune négociation possible.
Ceci aussi, ce sont des chocs violents qui vont être d'abord dirigés vers l'entreprise, vers le dirigeant, la dirigeante, et puis ensuite, éventuellement d'ailleurs, redirigés vers les équipes commerciales. Le choc, il est là. Et l'équipe commerciale va devoir absorber le tout vis-à-vis du client. Clairement, la relation entre le fabricant, le dirigeant, la dirigeante, et ensuite dirigée vers l'équipe commerciale et vers le client final, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Je veux bien la libido de l'entreprise, je suis pour. Néanmoins, avec ça, aller jouir, c'est compliqué. Et même avoir du plaisir, c'est difficile, je vous assure. Très bien, puisque tout un chacun est au courant que le meilleur moment dans le désir, c'est quand on monte les escaliers. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a des contraintes, il doit y avoir une culture de la contrainte, ce qui est poétiquement incorrect aujourd'hui. Une culture de la nécessité. Moi, je me bats là dans... Tu as cité mon dernier... Vous avez cité... Enfin, je te tutoie, on va se tutoyer. Mon dernier bouquin. Je me bats contre la culture du vide. Contre le vide, il y a le dur, il y a le plein, il y a la vie face à laquelle on ne peut pas se défiler. Quand est-ce qu'elle se rappelle à nous, la vie, dans les moments tragiques? Est-ce qu'on doit attendre cela? Je pense qu'il y a une culture, il faut avoir le courage. Pour moi, il y a la seule vertu, la seule vraie vertu qui fait partie des grandes vertus aristotéliciennes de cette éthique d'un manager, et ça, c'est encore une fois vraiment pas original, mais c'est vraiment le courage. Le courage, c'est la rage du cœur. À un moment donné, il faut y aller. La rage du cœur, ça veut dire que vous êtes porté par Eros, par la vie elle-même. Mais il y a un devoir presque d'éducation, qui est un devoir d'éducation à la frustration, à la contrainte, à la dureté. À un moment donné, il faut y aller les pieds dans la glaise. Ça, c'est très important. On ne doit pas céder à la jouissance, comme tu le dis. Effectivement, c'est une tentation. Mais je crois qu'il y a une autre culture à transmettre. Et je parlais, c'est une culture d'éducation. Jamais, me semble-t-il, l'entreprise a autant eu vertu d'éducation dans une société. Vous avez ce rôle aujourd'hui. C'est pas seulement que vous parlez de valeurs, c'est que vous les créez et vous les transmettez. Vous avez une lourde responsabilité. C'est indéniable. Toujours pas. Je vous en prie. Posez-moi des questions parce que j'ai fait un peu court ma conférence. Merci. Vous avez écarté la notion de bienveillance au profit de celle de sollicitude. Vous pouvez développer, s'il vous plaît? Oui, merci, avec grand plaisir. Oui, là j'ai une vraie jouissance, c'est vrai. En fait, je vais donner un petit exemple. Partons d'un constat très simple. La bienveillance, c'est mieux d'être bienveillant que malveillant. Bon, là, a priori, ça va. Mais l'étymologie de bienveillance, c'est benevolence, littéralement vouloir le bien. Et à l'époque, 4e siècle avant Jésus-Christ, Aristote va s'atteler à cette problématique. Et il va pointer des enjeux qui peuvent profondément poser problème sur la bienveillance. Avant que je les expose, je vous donne un exemple concret. Donc Thierry disait tout à l'heure que j'enseigne depuis 20 ans, je suis directrice de recherche à l'université et j'enseigne donc de la philo pour des médecins, je fais de la philosophie pratique. Donc moi, les enjeux de vie ou de mort, les décisions médicales, je les connais très bien. Et prenons un cas que j'emprunte à la vie éthique, de l'éthique médicale. C'est le cas de Madame P, 80 ans, ancienne prof de maths qui a toute sa tête. Elle arrive à l'hôpital pour une nécrose de la jambe droite. Ok. Et son médecin lui dit, écoutez, Madame P, c'est très facile, il suffit que je vous ampute la jambe droite et vous rentrez chez vous relativement autonome, avec même un déambulateur ou une prothèse, que sais-je. Et là, Madame P lui dit, je suis désolée, monsieur, mais moi, amputer ma jambe droite, c'est amputer ma dignité. Je ne veux pas être amputée. J'ai dit, mais Madame P, lui répond le médecin, vous allez mourir. Je préfère la mort à l'amputation. Consentement obligatoire aux soins. Le médecin ne peut faire autrement que d'accepter la décision de la patiente. Alors, dans le cas éthique qui vous concerne moins et sur lequel je fais travailler parfois mes étudiants, c'est de dire que là, dans la suite logique, le médecin va se désintéresser de la patiente. Lui, il sait pourquoi il est là, pour sauver des vies. Il peut sauver, c'est pas compliqué, mais ce refus de soins, pour lui, ne fait pas sens. C'est le cas. Ça veut dire quoi, dans cet exemple-là? Que le bien de l'un n'est pas forcément le bien de l'autre. Et que, dans la bienveillance, vouloir le bien, on peut faire beaucoup de mal à quelqu'un en voulant son bien. Mange tes épinards. Je plaisante, mais à moitié. Parce que dans la bienveillance, il y a deux choses. Alors, il peut y avoir des effets pervers, c'est ça que je dénonce, les effets pervers de la bienveillance, qui créent une culture d'impensé. Moi, je veux ton bien, je sais où est ton bien. Là où je ne te demande même pas si toi, tu veux que je fasse ton bien. Ni même ce que toi, tu penses de ton propre bien. Non, moi, je le vois, ton bien.
Alors, et comme je veux ton bien, j'ai toute ma conscience pour moi. Je ne me remets pas en question. Je suis dans le bien. Il y a une forme de toute-puissance. Et pour terminer, Aristote, vous savez comment il appelait la bienveillance? J'adore. L'amitié feignante. Parce qu'elle ne m'oblige en rien dans la relation. Il lui préfère en cela la bienfaisance, qui m'oblige à l'action, qui m'oblige à agir, et peut-être à aller plus loin dans la relation elle-même. Alors évidemment, je titille avec la bienveillance parce que c'est devenu un phénomène de mode. Moi, je ne critique pas la bienveillance, je critique seulement les impensés qui peuvent être liés à la bienveillance. Et peut-être de souligner que parfois, dans ces impensés, ça peut être un système, un effet pervers. Voilà, simplement. Et c'est pourquoi je préfère le terme de sollicitude, outre le fait qu'on l'emprunte à Paul Ricoeur, et c'est très beau, mais le prendre soin, et c'est plutôt par expérience que j'ai, de mes dirigeants que j'ai la chance de beaucoup côtoyer, c'est plutôt ce que vous faites habituellement. Il y a vraiment un prendre soin des équipes, un prendre soin des clients, un prendre soin du collaborateur. C'est vraiment dans ce sens, et je trouve que ça vous correspond mieux, la sollicitude. Merci pour cette question. Question. Je suis persuadé que dans vos esprits, dans vos cœurs, je vous en prie, monsieur, dans vos esprits, dans vos cœurs, vous avez 1000 objections à ce que vient de dire Ou au pas. total. Moi, à ce que vient de dire Elsa, je vous en prie. Juste pour vous dire que, enfin moi j'en profite juste pour dire ça, on est dans une interrogation du contemporain. On ne peut pas, surtout en quelques minutes, ou en une heure, ou même deux, on ne peut pas dresser un portrait précis. Ce ne sont que quelques évocations, quelques regards. J'avais envie de vous transmettre ce qui me semble être un décryptage, de manière à ce que vous puissiez vous en saisir et envisager la relation à l'autre de manière différente. Le management, le terme management, c'est un terme issu du latin, pas de l'anglais, mais le l'anglais provient du latin. C'est un terme du XVe siècle, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'étymologie du littré, c'est mesnage. Le mesnage, c'est ancien français, ça veut dire le ménage. Et finalement, dans le management, c'est ménager, c'est tenir son ménage. C'est à la fois faire le ménage aussi de la même manière quand c'est nécessaire. C'est tout, vous pouvez vraiment filer la métaphore du terme ménage, et pour moi, c'est ça le management. C'est vivre en ménage avec l'autre. Qui a la réponse? Qui a la solution pour bien tenir son ménage? Il n'y a qu'une seule chose, pour moi, qui est possible. C'est la possibilité de rencontrer réellement l'autre. Ça veut dire quoi? Rencontrer réellement l'autre, c'est prendre le risque de l'autre, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais aussi nécessairement prendre le risque de soi. Et pour moi, il ne peut pas y avoir, parce que le ménagement, ce n'est rien d'autre que la relation à l'autre. Et c'est peut-être la chose la plus complexe qui soit dans cette vie. On n'a pas de réponse. Ce ne sont que des tentatives. Ce ne sont que des essais. Ça ne peut s'éprouver que dans le champ concret, dans la réalité elle-même. Donc, ayez le courage de rencontrer l'autre dans ce qu'il est, de ne pas détourner le regard. Vous savez, Lévinas disait, c'est un texte que je vous invite à lire, c'est un petit texte qui est d'ailleurs une interview. C'est très simple et très profond en même temps. C'est Éthique et infini. Dans ce petit texte, Lévinas disait: la meilleure manière de rencontrer l'autre, c'est de ne même pas le regarder, de même pas regarder la couleur de ses yeux, de dépasser les apparences. Tantôt, un tel est fils de prof à la Sorbonne, gna gna gna, on est toujours quelqu'un socialement. Mais rencontrer l'autre, c'est aller au-delà. Et quand on rencontre vraiment l'autre dans ce qu'il est, c'est-à-dire à la fois le même et le différent de moi, quand on le rencontre vraiment, ce que Lévinas nous dit, c'est que je ne peux plus détourner le regard. De l'autre, j'en deviens intrinsèquement responsable. Ça, c'est ce qui fait rencontre, profondément. Ça, c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas réaliser ce type de rencontre si vous ne décidez pas d'être totalement tout ce que vous êtes face à l'autre. Ça implique du courage. Mais je vous invite à le faire. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres manières de faire. Voilà. Je vous en prie, monsieur. Bonjour, Christophe Géin, Société Liomat, on est des locaux. On se pose exactement les mêmes questions avec mon comité de direction sur comment on donne du sens, enfin on aide les gens à avoir du sens et aller de l'avant. Et c'est intéressant vraiment ce que vous nous dites par rapport à ce qu'on vit. J'ai une question concernant l'attitude des gens par rapport à l'éducation philosophique dont vous parlez, le fait de leur donner du sens. Quelqu'un qui a envie et qui considère son travail comme une part entière de sa vie, oui, va être, je pense, perméable à ça, va avoir envie de travailler sur son envie.
Maintenant, il y a une partie de la population qui voit le travail uniquement comme quelque chose de nécessité. J'ai pas envie de m'impliquer, je fais mes horaires, le reste, basta. C'est très juste. Est-ce que ces gens-là, il y a un moyen de les amener à voir ça autrement? Si oui, comment? Et s'il n'y a pas moyen, comment on peut, avec quel type de questions on peut détecter que ces personnes-là sont comme ça pour s'en débarrasser, quoi? Oui. Alors vous avez tout à fait raison. Non mais de toute façon, on ne va pas s'en débarrasser. Il y a deux types. Il y a deux provocateur exprès. Non mais vous avez raison, mais c'est important. Il y aura toujours il y a toujours une partie des gens. Vous le voyez d'ailleurs quand vous décidez de donner des responsabilités à des personnes qui n'en veulent pas. Et parfois, on va donner une responsabilité, on a l'impression de promouvoir, de valoriser. Et ça va tellement être anxiogène pour cette personne, elle n'osera même pas vous le dire, ça va être un échec total. Bon. Il y aura toujours des personnes, vous pourrez faire n'importe quoi, vous ne pourrez pas les motiver plus, les engager plus, les faire participer davantage. Ça, ceux-là, on les oublie, on les vire pas, ils demeurent, on en a besoin, ils sont discrets. Bon. Il y a une autre partie, alors ceux qui sont motivés, qui sont à leur place, basiquement, et qui œuvrent en même temps pour l'entreprise et en même temps pour leur propre existence. Ça fait sens, comme on dit au sens littéral. Cela, vous avez raison, c'est pas la peine de développer plus, vous avez compris. Il reste une troisième catégorie. Ceux qui sont dans cette forme d'indifférence, d'apathie. C'est bien et c'est pas bien, peu importe. Je pense qu'il y a une possibilité de pouvoir les éveiller à cela. Comment ? Eh bien, ça commence, au lieu de... Dans les entretiens individuels, par exemple. Pourquoi ne pas travailler... Moi, je l'avais fait dans un séminaire une fois. Pourquoi ne pas travailler sur le désir des gens d'un point de vue professionnel ? Les faire parler sur leur désir. Au fond, vous êtes là, pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est quoi votre désir ? Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un va dire, moi j'ai la passion, vous allez découvrir vos collaborateurs différemment. Moi j'ai la passion de ça, ou moi c'est ceci, ou moi c'est cela. Puis alors, peut-être que ça va donner lieu à une autre manière de voir cette personne, et surtout de l'employer différemment. Mais je crois profondément qu'aujourd'hui, ce sur quoi on doit prendre du temps et pas en perdre, c'est vraiment de faire émerger le désir des collaborateurs. Ce dont on ne parle pas. C'est pas la question du bonheur, c'est une tarte à la crème, cette histoire de bonheur, c'est n'importe quoi. C'est pas la question du bonheur, c'est la question du désir. Mais le désir, c'est pas forcément, je sais pas, moi, je travaille à la chaîne de nuit, j'ai les horaires du matin, je préférais travailler l'après-midi. Non, c'est pas ça le désir. Ou c'est pas, je suis à la compta, ça se passe bien, et puis j'aimerais plutôt être à la production. C'est pas ça. C'est pas ça le désir. C'est le désir de la personne elle-même, c'est-à-dire ses valeurs, ce qui fait sens pour elle, la faire parler sur ce qu'elle est. La faire parler, pas imposer, et l'entendre dans ce qu'elle dit. Et après, de mettre en adéquation le plus possible. Vous savez, c'est une utopie ça, mais ça vous donne un horizon, un axe. Si vous arrivez à placer une personne dans un boulot où elle se réalise en même temps elle-même, en même temps que devrait pour l'entreprise, vous n'avez plus besoin de manager. Être à sa place. Mais c'est compliqué d'être à sa place. Ça, c'est des exemples que vous connaissez aussi, je ne vous apprends rien. Mais par exemple, ça arrive qu'on a besoin, dans une problématique de remplacement auquel on ne s'attendait pas, qu'on déplace quelqu'un de son poste habituel et qu'on le mette ailleurs. Et là, révélation. Ça peut arriver. On ne doit pas attendre ça. Je crois qu'un bon manager, c'est celui qui est capable de faire émerger, déjà de le dire, de faire émerger le désir de l'autre et de mettre le plus en adéquation ce désir avec une fonction. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça marche à tout le temps, je dis pas, mais je pense que c'est une culture qu'on devrait mettre en place, un effort qu'on devrait faire et envisager les choses autrement, au lieu d'être dans des politiques d'évaluation. De toute façon, on est dans un monde ubérisé, l'évaluation est partout. Mais là, il ne s'agit pas d'évaluer la personne, il s'agit de la comprendre et de faire émerger son désir. Être entendu. Vous voyez, je vais vous dire un truc, ça c'est une petite parenthèse. Un psy, la première des choses qu'un patient attend d'un psy, c'est que ce dernier ait compris sa souffrance. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas de guérir, c'est qu'il ait été entendu. Entendu au sens d'être reconnu en tant que sujet. Faire parler le désir de l'autre et lui donner une place possible. J'avais encore une histoire, c'est un dirigeant ou un de ses collaborateurs qui était vraiment un élément moteur de sa boîte, avec qui ça marchait très très bien, qui était très performant, enfin rien à dire, vous voyez les collaborateurs qu'on adore, dont on ne veut pas se passer, y compris qu'ils ne soient pas malades. Bon, et ben ce genre de personne un jour lui a parlé d'un rêve. Il avait le rêve d'ouvrir un bar. Et ben qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a accompagné dans ce projet-là.
C'est juste pour vous montrer que parfois, rencontrer le désir de l'autre, ça peut aussi aller jusqu'à là. Et c'est pas pour autant quelque chose de négatif pour l'entreprise. Travailler différemment, ça veut pas dire mal faire. Ça veut pas dire mal travailler. La sollicitude, c'est ça, le prendre soin. Mais comment vous pouvez imaginer dans une dynamique comme celle-ci que l'entreprise n'en sortira pas gagnante? C'est évident. L'enjeu aujourd'hui, c'est le désir. C'est ce qui peut résister à ce mouvement du contemporain. Question encore. Bonjour. Bonjour. Dans la société dont vous avez parlé, tout va très rapidement. Je me pose la question du désir. Est-ce que l'autre connaît son désir? Est-ce que le désir ne change pas aussi? Ah oui. Alors ça, c'est une autre question bien plus profonde. Moi, je dis toujours que quand on fait une psychanalyse, le but, c'est de faire émerger son désir, et j'ajoute, de le transformer en liberté. Qu'est-ce que j'en fais? Vous avez tout à fait raison. Le désir, c'est pas une chose qui apparaît clairement, qui est écrit en 4 exemplaires et qu'on fixe, qu'on pose dans le marbre. C'est quelque chose de mouvant. Mais le travail d'un dirigeant de ce point de vue-là, c'est pas de faire en sorte que la personne rencontre son propre désir de manière achevée et définitive. C'est de s'interroger dessus et de tenter de le faire émerger. Bien sûr que c'est mouvant, bien sûr que ça évolue, bien sûr. Mais la question n'est pas là. C'est pas d'arriver à quelque chose de définitif. Et à 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, on n'est pas le même. Mais c'est de réfléchir dessus, de porter son attention là-dessus. C'est pas quelque chose de définitif. C'est pourquoi on est dans la création, c'est pourquoi on est dans l'œuvre. C'est une œuvre inachevée, d'une création continue. C'est ça, la force. C'est quoi déjà? C'est Monet? Bon, Monet, bah, je pense à lui. Il a fait les nymphéas, c'est ça? Bon, je pense à ça, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais il en a fait combien de versions? Il en a fait peut-être 30 ou 40 versions. Du même objet, sous quasiment des ongles très proches, avec des couleurs différentes. Ça veut dire quoi? Qu'on peut œuvrer, interroger, patiner, mais l'œuvre est inachevée. Et vous savez pourquoi l'œuvre est inachevée? Parce que la vie, c'est ça. C'est œuvrer en permanence. Quand on perd le désir, c'est ce qu'on appelle la dépression. Alors, si l'entreprise est en crise, la société est en crise, c'est parce qu'il y a une perte d'éros. Elsa, j'ai quand même encore une question, si vous le voulez bien, c'est ceci. Un chef d'entreprise crée son entreprise ou bien la reçoit. Crée ou la reçoit, et ensuite la conduit. Franchement, au départ, c'est d'abord une conception économique des choses, des moyens, des ressources, une équipe. Oui. Bah, il faut bien que l'entreprise vive, sinon tout le reste s'effondre. Mais au départ, je ne suis pas sûre. On est quand même là-dessus. Alors, le départ, c'est une flamme intérieure, nous sommes d'accord. Mais ensuite, on conduit l'entreprise. Éventuellement, on tente évidemment de la développer. S'il s'agit en plus de réveiller l'envie de l'autre, d'avoir envie autour d'une œuvre commune qui ait un sens, je prends le temps où, alors que j'ai des contraintes commerciales, j'ai des contraintes réglementaires qui bougent, j'ai des contraintes environnementales, j'ai la RSE qui est là. Franchement, pouvoir en plus m'occuper comme d'une maîtresse d'école et peut-être même d'un guide spirituel, de l'envie de l'autre qui doit avoir envie de travailler alors qu'il est embauché, je vais chercher le temps où et je vais m'épuiser là-dedans. Alors, peut-être toi, mais j'espère que eux non, pour une raison simple. C'est pourquoi je parle d'une éthique. Une éthique, c'est une discipline. Je crois qu'on a la nécessité, je dirais même le devoir, de résister à cette hyperactivité. Pourquoi? Parce que quand on est dans une hyperactivité, dans un mouvement incessant, ce que je décris d'ailleurs, dans ce mouvement incessant, tu l'as dit justement, je n'ai plus le temps de penser. Ça veut dire quoi? Prendre des décisions, produire dans une forme de routine, dans une culture d'impensé, ça donne lieu à quoi? On a le devoir de s'arrêter un instant, de suspendre son jugement, de suspendre ce mouvement et de s'interroger. Il est évident, et tu fais bien de le rappeler, que penser le désir de l'entreprise, cela suppose d'interroger son propre désir. Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin? Ne parle-t-on pas de l'amour, du travail bien fait? Eros? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous ne pouvez pas y prétendre dans votre entreprise, et c'est très vrai. On a nécessité de cette discipline, de s'obliger à un temps de pause, à un temps de retrait, ce fameux pas de côté,
qui est nécessaire pour penser et se penser dans ce monde. Mais tu as raison, ça passe par le dirigeant. Je ne parle pas d'exemplarité, mais c'est une question qui devrait incomber à tout un chacun. Tu as tout à fait raison. Elsa Godard. Merci beaucoup, Elsa. Merci. Si vous permettez, j'ai une dernière phrase à vous transmettre. C'est une de mes phrases préférées qui vient d'un philosophe breton du 19e siècle qui s'appelait Jules Lequier, qui est pour moi la phrase du dirigeant, caractéristique. Et Sartre, d'ailleurs, l'a beaucoup pillé, Jules Lequier. Cette phrase est la suivante. « Faire et en faisant se faire ». On ne peut pas créer un monde, on ne peut pas accuser des résultats d'une métamorphose du jour au lendemain. On a ce devoir de patience, d'humilité, d'aller à rebours de cette représentation du temps et de l'espace, de cette intensité caractérisée, de là où on nous attend, avoir cette distance nécessaire, faire et en faisant se faire. On ne peut pas dire ce que peut être la valeur d'une vie avant de l'avoir vécue. C'est une culture d'humilité. Ayez confiance en vous et gardez ce courage aussi. On la vit. Merci. Merci beaucoup, Elsa. Au fond, ce que dit Elsa Godard, ce que vous dit Elsa Godard, c'est ceci. Certes, le monde change et vos contemporains, vos collaboratrices, collaborateurs changent également, et à grande vitesse. Quand je dis à grande vitesse, les dernières personnes que vous avez recrutées avaient des états d'esprit, des états d'âme largement différents de celles et ceux que vous avez embauchés il y a une dizaine d'années. Tout ceci, c'est extrêmement rapide. Et ce qu'elle dit, c'est la notion même de dirigeante ou de dirigeant doit évoluer ou s'adapter en fonction précisément de ces états d'esprit différents. Quitte, poursuit Elsa, à récupérer du temps pour pouvoir le donner et pour pouvoir être là où vous êtes désormais attendu, quelle que soit cette tâche, de pouvoir reconstruire cette libido, je reprends les mots, cette libido commune qui consiste à créer une œuvre, œuvrer ensemble, parce que cette œuvre-là a du sens et qu'on le rappelle indéfiniment. J'aime ces moments qui montent très haut, qui choquent éventuellement vos esprits, qui vous bousculent dans vos convictions. C'est utile, cela vous permet de vous recadrer, de vous recentrer, de dire « non, je reste là où je suis » ou peut-être de dire « finalement, je ferai peut-être bien un pas en plus, rien que pour voir et voir éventuellement si c'est envisageable de pouvoir agir ainsi ». Quoi qu'il arrive, Elsa vous a dit ceci. Manager, sous Louis XIV, il était dit que le premier ménager de France, c'était le premier intendant de la couronne. Donc, manager, c'est l'art de cultiver la relation à l'autre. N'allez pas chercher les réponses dans les livres. Les réponses, vous les avez. C'est vous. Ne copiez pas la façon dont vous avez à être avec l'autre. C'est vous d'abord. Et ça, nous l'avons vu, vous l'avez vu et vous l'avez créé durant toute la période de la Covid-19. Aucun livre ne vous apportait de réponse. Rien n'était écrit. C'est vous qui l'avez écrit et c'est vous qui l'avez vécu. Rien n'est dit au-delà de cela. À partir de là, ayez bien confiance dans ce que vous êtes et dans ce que vous allez devenir. Merci beaucoup, ça démarre bien. On se retrouve à 11h. À midi. On se retrouve à midi.